OK. Donc je reprends. Je suis Jean-Jacques Kellner, maître de conférence à l'Agro de Montpellier et je vais vous parler, moi, des organes ligneux, de la taille et de la régularité de la production. Donc j'aurai l'occasion éventuellement donc de revenir sur quelques points qui ont été évoqués dans les premiers exposés. Donc en fait, pourquoi on va s'intéresser? Moi, je vais vous parler du contenu des bourgeons dans un premier temps. Et pourquoi s'intéresser au contenu de ces bourgeons en hiver? Eh bien, en fait, parce que ce que l'on voit pas à l'intérieur des bourgeons, c'est qu'il y a des organes floraux, des organes qui sont déjà préparés, qui ont été préparés l'année précédente pour la floraison de l'année qui va suivre après l'hiver. Donc en fait, on a deux types de bourgeons qu'on peut distinguer, c'est des bourgeons végétatifs et des bourgeons florifères. Dans les bourgeons végétatifs, déjà, ils ont une structure assez particulière et un peu commune sur l'ensemble des arbres qu'on peut observer, que ce soit des arbres forestiers ou des arbres fruitiers. Il y a déjà une petite partie préformée à l'intérieur de ce bourgeon. Et alors, je vais essayer. Oui, est-ce que vous voyez ma souris? D'accord. OK. Donc, dans le bourgeon, vous avez déjà une petite partie préformée à l'intérieur des écailles qu'on voit pas, mais c'est déjà une structure qui a été formée pour élaborer un axe très rapidement après le débourrement. Et vous voyez ici en bas à droite sur cette photo qu'à l'intérieur de ce bourgeon qui a été disséqué, c'est un bourgeon de poirier, eh bien, en fait, on voit déjà des primordia foliaires qui sont déjà préformés pour la croissance de l'année prochaine. Donc, au printemps, il va y avoir gonflement du bourgeon et puis allongement de cette partie préformée. Donc, en fait, on a les briques élémentaires qui sont en fait qu'on appelle nous un phytomère, qui est en fait une petite partie d'un axe avec la feuille et un méristème axillaire de cette feuille. Ça, c'est la brique élémentaire. Et en fait, dans le bourgeon de pommier ou de poirier, il y en a une dizaine qui sont préparés pour la croissance suivante. Et à l'extrémité, on a un méristème qui reste à l'état de repos pendant tout l'hiver et qui va reprendre son organogénèse pour former d'autres primordia foliaires à la suite donc du débourrement. Donc ces phytomères sont déjà préparés et vont former donc la croissance l'année suivante. Et dans le cas des bourgeons florifères, en fait, il y a toujours cette partie préformée dans ce bourgeon qu'on ne voit pas en dessous des écailles. Et cette partie préformée, elle est un petit peu plus complexe parce qu'elle va intégrer des structures florales et éventuellement un relais végétatif préparé pour l'année suivante. En fait, dans le bourgeon floral, ici on a l'exemple d'un cerisier. Vous voyez que ici on a un bouquet de mai, on y reviendra sur ces structures florales du cerisier tout à l'heure. On a des bourgeons et si on les dissèque, en fait là un trait de scalpel et on enlève un petit peu les écailles sur l'autre côté, on commence à voir apparaître deux boules ici et on zoome, on voit ces structures florales de fleurs déjà préformées et qui vont permettre donc de la floraison très rapidement au moment du débourrement. Et ici, vous avez l'exemple donc d'un bourgeon végétatif où on voit que des feuilles, il n'y a pas de boule à l'intérieur. Donc, c'est une espèce où on a d'un côté des bourgeons végétatifs et de l'autre côté des bourgeons exclusivement floraux, en fait, où il n'y a que les formations florales qui se sont développées. Pas de relais végétatif à l'intérieur. Et d'autres espèces, en fait, qui vont combiner les deux fonctions, donc végétative et florale. C'est le cas du pommier. Donc là, sur cette photo ici, j'ai fait la dissection en enlevant toutes les écailles et on voit à la base ici quelques feuilles présentes et puis des structures. Là, on voit ces petites tulipes vertes. En fait, c'est trois feuilles. Et dans l'inflorescence du pommier, en fait, il y en a 5, il y en a 2 qui doivent être masquées derrière.
Et au moment du débourrement, on va avoir la floraison, donc le développement de ces primordia floraux ici, et la croissance d'un axe végétatif. On le voit ici, ce petit axe, et après à l'automne, on voit l'axe qui a perdu donc ses fruits ici. On voit les traces, la trace des feuilles à la base de l'inflorescence, ces feuilles-là, et puis un petit axe ici qu'on appelle la pousse de bourse, parce qu'on va appeler cette structure une bourse, qui a gonflé sous l'influence des fruits qui étaient portés. Et donc cette petite pousse de bourse, elle est issue en fait de l'évolution de ce petit axe qu'on voit ici. Donc un axe un bourgeon qu'on va dire mixte, parce qu'il va cumuler la fonction végétative et la fonction florale dans la même structure. Alors, si on va un peu plus loin dans les diversités des espèces, vous avez plein de variabilité dans ces structures. Vous avez ici le bourgeon de pêcher avec une fleur unique, donc c'est un bourgeon floral. Il n'y a pas de relais végétatif potentiel, donc là c'est le cas du pêcher, l'amandier, l'abricotier. À côté, vous avez ici le bourgeon de cerisier ou de prunier, où en fait on va avoir ce petit axe préformé qui va former une, deux ou trois fleurs. Et puis le méristème apical, en fait, va finir par avorter. Il n'y a plus assez de matériel de cellules pour continuer son organogénèse, donc il s'arrête là. Et donc, on a une, deux ou trois fleurs, mais pas d'autres possibilités de croissance végétative. Donc, on est dans ces deux structures, de ces deux exemples, sur des bourgeons uniquement floraux, spécialisés pour la floraison. Et donc, on va avoir sur ces espèces des bourgeons floraux et des bourgeons végétatifs qui vont se côtoyer. Sur les espèces avec des bourgeons mixtes, j'ai présenté ici le bourgeon du pommier et puis celui de la vigne, qui ont deux structures légèrement différentes en fait, mais qui vont cumuler. Donc, on a notre axe préformé qui se forme à l'intérieur des écailles. Les primordia foliaires ici, qui vont rester foliaires, donc ils vont étaler des feuilles au moment du débourrement. Et puis ensuite, des phytomères qui vont former à leur aisselle, en fait, des fleurs ici axillaires, et puis le méristème apical qui va s'engager dans l'organogénèse d'une fleur terminale. Et par contre, en dessous, là, vous avez les premières feuilles qui ont été élaborées. En fait, le méristème axillaire de ces phytomères-là, en fait, ont gardé la fonction végétative. L'induction florale, elle a eu lieu à partir de la 3e ou 4e feuille, donc dans cette structure préformée à l'intérieur du bourgeon. Sur la vigne, c'est un petit peu plus complexe encore, parce qu'en fait, on a cet axe préformé, le méristème apical reste végétatif, les axillaires sont aussi végétatifs, et ce qui va être induit à fleurs, en fait, ce qui va former les fleurs, en fait, c'est les structures qui normalement auraient dû donner des vrilles, et en fait, il y a eu transformation de cette organogénèse, une transition vers la formation d'une inflorescence de la grappe, qui va se différencier au cours de l'hiver et au début du printemps. Donc voilà une certaine diversité qu'on peut observer. Et donc on voit donc déjà qu'il y a dans ces bourgeons des fleurs qui sont déjà présentes. Et l'action de tailler ne va pas favoriser la floraison en fait de l'année en cours, mais simplement on va gérer le nombre de bourgeons et donc de fleurs sur les arbres plutôt que de favoriser la floraison par elle-même. Et puis, on va aussi influencer donc le nombre de fruits et probablement, normalement, la qualité également, parce qu'on va gérer en fait un équilibre entre les feuilles et les fruits avec des structures, voici une équation, l'équation du rendement en fait. On va gérer le nombre de fruits qu'on a sur notre arbre et la surface foliaire en fait sur cet arbre, en laissant plus ou moins de rameaux sur ces arbres, que ce soit des rameaux végétatifs ou des rameaux florifères, il va y avoir des fleurs. Et il va falloir gérer cet équilibre entre le nombre de fruits et le nombre de la surface foliaire. Et le rendement, il sera après avec le nombre d'arbres, le rendement du verger. Donc, si on garde trop de fruits sur nos arbres, il va y avoir des concurrences
entre la croissance végétative et la croissance des fruits. Il va y avoir des concurrences entre les fruits, et donc ça va affecter d'une part la croissance végétative de notre arbre et la qualité des fruits qui vont rester sur cet arbre. Donc tous ces éléments, en fait, ils vont être pris plus ou moins aussi par les autres intervenants. Donc la taille, elle ne sert pas à favoriser la floraison, mais plutôt à gérer donc le nombre de fruits. Et ça va s'opérer par de la conduite de l'arbre. Si on laisse un tronc avec plusieurs branches, des charpentières, des sous-charpentières et ainsi de suite. Donc on va gérer la vigueur de ces arbres, la position des branches, leur orientation. Donc ça, c'est plutôt la conduite. Et puis la taille d'entretien, qu'on dit taille de fructification, effectivement, ce n'est pas vraiment le bon terme, c'est une taille d'entretien hivernale, et où on va réduire le nombre de bourgeons et par différentes opérations. Soit on enlève une branche complète et on va plutôt parler d'élagage, on va tailler des rameaux qui seront plus courts, ou carrément des petites structures inflorescentielles, et en fait c'est des bourgeons ou des toutes petites structures, et là on va plus parler d'extinction artificielle. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples en fait de l'évolution des croissances sur différentes espèces. Ici, le cerisier, où en fait on a au départ donc une croissance d'un rameau dit à bois, et en fait qui peuvent porter de l'inflorescence à la base, des bourgeons floraux à la base, mais qui ne sont pas utiles pour la production parce qu'il y en a très peu. Et en fait, tout le reste de ces bourgeons végétatifs là, qui sont à l'extrémité du rameau, en fait, l'année suivante, ils vont donner des toutes petites structures qu'on appelle des bouquets de mai, avec une croissance végétative du bourgeon terminal qui donne une petite structure avec des phytomères finalement qui portent chacun un bourgeon floral porté sur un axe donc de 2 ans. Et ces structures vont faire finalement la production de notre arbre. C'est là-dessus qu'on va fabriquer finalement la production de nos arbres en verger. Et ces structures peuvent durer dans le temps. Vous avez ici un exemple que j'ai pris en photo, un axe qui a fonctionné plusieurs années de suite. Il est porté par un axe de 10 ans, et à chaque croissance, vous avez un petit axe d'un demi-centimètre qui forme des bourgeons floraux, et avec le terminal végétatif qui continue la croissance. Donc là, dans ce cas-là, il va falloir gérer ce genre de structure qui risque de se retrouver à l'intérieur de l'arbre. Marc vous en a parlé, finalement, on gère aussi la pénétration de la lumière, et si on se retrouve avec des fleurs et des rameaux végétatifs à l'intérieur d'un arbre, il risque d'être à l'ombre, et la qualité des fruits vont être relativement réduite. Et donc, on va gérer pour essayer de renouveler ces formations au cours du temps. Et donc là, il va être nécessaire de pratiquer des tailles un petit peu qui vont permettre de refaire des rameaux à bois, donc des réactions relativement vigoureuses pour former ce genre de structure qui va renouveler les bouquets de mai dans le temps. Sur les pêchers, on a ici l'exemple donc du pêcher avec des illustrations. Les organes florifères, finalement, c'est ces petites structures ici qui ressemblent à des bouquets de mai, mais qui sont un tout petit peu plus longs. Et puis des rameaux qu'on dit rameaux mixtes, parce qu'ils vont cumuler la formation de ramifications végétatives et puis la formation de fleurs, donc à partir de bourgeons floraux, le bourgeon qui ne contient pas autre chose qu'une seule fleur. Donc, des bourgeons végétatifs, des bourgeons floraux qui sont rassemblés sur des structures courtes ou longues, qu'on appelle donc des chiffonnes ou des rameaux mixtes. Et là, vous voyez la pléthore de fleurs qu'on peut avoir sur cette petite structure, et si on ne fait rien, il va y avoir beaucoup trop de fruits. Sur chacun des phytomères, quelquefois sur des rameaux mixtes, comme ça, on a souvent un bourgeon végétatif et 2 bourgeons floraux. Donc, à chaque phytomère, vous pouvez avoir 1, 2 ou 3 fleurs. Donc, beaucoup trop de fleurs. Il va falloir les gérer pour équilibrer donc, entre le nombre de fruits et la surface foliaire qui peut permettre d'alimenter ces fruits.
Alors, la plupart du temps, on va travailler sur les rameaux mixtes. En fait, on va essayer de gérer la croissance de ces rameaux mixtes et enfin, le nombre de ces rameaux mixtes, parce que c'est eux qui vont former des fleurs avec des rameaux végétatifs qui peuvent se développer. On va donc gérer le nombre de ces rameaux mixtes et puis aussi on va gérer la quantité de fruits par une autre étape qui s'appelle l'éclaircissage. Je pense que Florent Pantin va en parler également. Et donc ces 2 opérations vont nous permettre de gérer le nombre de fruits sur l'arbre et puis après, beh, la floraison suivante, elle sera portée par les bourgeons qui se sont établis sur ces structures-là. Et donc en hiver, en bourgeon dormant, vous avez ce genre de structure et donc vous voyez que les fruits vont se porter de plus en plus loin de la structure du tronc et donc il va falloir également les gérer. Et on va gérer le nombre de rameaux mixtes que l'on laisse sur la végétation. Un exemple, ici, vous avez un arbre des pêchers non taillés et à côté des pêchers taillés. Et vous voyez que en fait, il reste plus grand-chose sur ces arbres. En fait, on a calculé le nombre de rameaux mixtes à laisser, en sachant qu'un rameau mixte, on va laisser 1 à 3 fruits selon la longueur et donc selon la surface foliaire qu'il a. Et à l'éclaircissage, ça va être très facile d'éclaircir ces rameaux mixtes parce qu'il en reste très peu et on arrive à enlever les fruits très rapidement. C'est une histoire de main-d'œuvre aussi, de temps de main-d'œuvre qui va être nécessaire pour que les vergers soient encore rentables dans les vergers de production. Sur le pommier, la floraison, elle est en position terminale. Les bourgeons axillaires, on s'en occupe pas vraiment. On essaie en fait d'enlever les fruits de ces bourgeons axillaires ou d'avoir le moins de bourgeons axillaires sur ces rameaux longs parce qu'ils sont en décalage et font des petits fruits du fait du décalage de floraison qu'il y a entre les bourgeons terminaux et les bourgeons axillaires. Et tous les bourgeons sont potentiellement florifères, ce sont des bourgeons mixtes. Et donc, si on laisse les fruits sur l'ensemble de ces bourgeons, eh bien, on aura aussi une surproduction. Et donc, l'objectif de la taille, ça va être de gérer la conduite de l'arbre, toujours, et également de la charge en fruits, pour avoir une floraison qui permette d'avoir des fruits de qualité et surtout avoir une floraison l'année suivante parce que il y a une interaction forte entre les fruits portés sur les structures et le bourgeon qui va être induit à fleur. Et s'il y a une proximité des fruits et des bourgeons ou trop de charge entre la position des fruits ici sur la bourse et trop de fruits et donc les bourgeons qui sont ici, il va y avoir une interaction inhibitrice des fruits sur l'induction florale. Là, vous avez un exemple d'un pommier qui est relativement peu sensible à cette surcharge en fruits, ou alors la charge a été maîtrisée. Et puis des variétés qui sont beaucoup plus sensibles à cette alternance de production. Donc la présence de fruits va inhiber l'induction florale et vous allez avoir une année avec beaucoup de fruits, l'année suivante très très peu ou pas du tout. Donc si vous ne gérez pas le nombre de fruits quand vous avez une production, vous risquez d'avoir une inhibition de l'induction florale et le début d'une alternance de production qui va se perdurer au cours du temps. Vous avez un exemple ici sur nos essais où nous on travaillait justement ces aspects d'induction florale. Ici, des arbres qui sont très fleuris. Eh l'année dernière, ils n'avaient aucun fruit. Et donc la floraison, tous les bourgeons sont impliqués dans la floraison. On va avoir une charge énorme. Et donc dans ces arbres-là où on voit que du vert, en fait, c'était des arbres qui avaient beaucoup de fruits l'année précédente et sur lesquels il va y avoir donc pratiquement aucun fruit cette année. Donc, l'objectif là de la taille, c'est de gérer le nombre de points de croissance, de fructification et compléter par l'éclaircissage pour éliminer l'excédent de fruits et avoir une induction florale. Et je vais terminer sur des réactions, en fait, la réaction à la taille. Parce que les arbres, en fait, ce sont des arbres et quand on taille, eh bien, en général, ils essaient de refaire la structure qu'on leur a enlevée. Et tout ça, c'est des règles de croissance qui ont été bien étudiées au niveau montpelliérain par Francis Allais, par exemple, et l'école de Francis Allais sur l'architecture des arbres.
Et en fait, il y a des règles de croissance. La crotonie, en fait, quand vous coupez ici un rameau, eh bien, à la reprise de croissance, vous avez une vigueur qui s'exprime, d'autant plus que les bourgeons sont placés vers le haut et très proches de la coupe. Et ceux qui sont en dessous sont beaucoup moins vigoureux. Donc, à chaque fois qu'il y a une taille, en fait, il y a une réaction. Ici, on voit une réaction végétative qui forme des gourmands sur un pêcher. Là aussi, c'était un pêcher. Et donc, ça peut servir éventuellement pour refaire une ramification d'une branche ou d'une sous-charpentière, mais c'est aussi à éviter parce que ce genre de truc va générer une concurrence très forte avec le reste de l'arbre, et sa croissance et sa fructification. On appelle ça des gourmands, c'est pas pour rien. Autre chose, un arbre, c'est quelque chose qui veut pousser vers la lumière, et donc on peut voir ici sur cerisier, sur une branche qu'on a tirée à l'horizontale, eh bien, elle veut monter vers le ciel, et ça, on appelle cette règle l'orthotropie. L'apex du rameau pointe vers le ciel, et c'est assez général sur la plupart des arbres fruitiers tempérés. Et une autre chose sur cette ramification à l'horizontale, on voit qu'il y a des branches qui sont relativement vigoureuses ici. En fait, elles partent de bourgeons qui se positionnent sur la partie dorsale donc, de cette branche à l'horizontale. Celles qui sont en latérale sont un peu moins vigoureuses, et les bourgeons placés en dessous ne réagissent pas ou font des structures relativement faibles. On appelle ça l'épitonie, la croissance préférentielle des rameaux axillaires sur la face supérieure d'une branche horizontale ou arquée. Et quand on a affaire à une archure, là c'est une archure naturelle, c'est un fruit porté à l'extrémité qui a fait plier la branche, les rameaux n'étaient pas très lignifiés ou sur certaines variétés c'est du bois assez souple, eh bien on voit que la reprise de croissance, elle est très vigoureuse sur le sommet de l'archure, et il y a l'effet d'épitonie également que l'on peut voir. Mais donc la vigueur est très importante au niveau du sommet de l'archure et beaucoup moins sur le reste de la structure. Alors c'est utilisé aussi dans les conduites pour éviter donc d'avoir des arbres trop vigoureux en position apicale, et ça va reporter finalement la croissance, la vigueur qui est atténuée en position apicale, elle est reportée sur des ramifications latérales, et ça peut avoir un intérêt pour la conduite de nos arbres. Si vous Voilà, pouvez je bientôt. termine Ah ben là-dessus, parfait, et puis merci je suis beaucoup. ouvert à toute discussion avec la salle si j'arrive à vous entendre. Merci beaucoup. Ben écoutez, on va reporter la discussion après la troisième intervention, hein. Donc voilà, donc Florent Pantin, qui lui donc a travaillé et est diplômé de l'Institut Agro-Rennes-Angers, et qui travaille maintenant en particulier sur les problèmes de gestion des assimilats et de la qualité des fruits. C'est ce dont il va nous parler maintenant. Donc les discussions auront lieu après les trois exposés. On a pris un peu de retard. Ok, bah, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, je vais effectivement vous parler de taille également, mais de la perspective de la gestion des assimilats et de la qualité des fruits. Donc, la croissance et la qualité d'un fruit, c'est essentiellement d'abord sous le contrôle de l'eau et les sucres qui y rentrent, puisque ça va être en fait les briques élémentaires qui vont permettre ces deux processus. D'une part, pour le grandissement cellulaire, hein, et puis pour la synthèse des composés qui vont contribuer à la qualité gustative du fruit. Donc on a besoin de ces deux composantes, mais malheureusement, ces deux composantes ne sont pas présentes directement dans le fruit, et donc le fruit a besoin d'importer ces substances, comme vous le savez, du reste de la plante. Et donc si on zoome sur le pédoncule de ce fruit, on peut voir apparaître le réseau vasculaire, donc le xylème, qui va se charger de transporter la sève brute, qui est riche en eau, et puis le phloème, qui lui va être responsable du transport des sucres, qu'on appelle également
les photoassimilats. Pourquoi? Parce que c'est des sucres qui sont issus de l'assimilation du CO2 par la photosynthèse. Donc c'est essentiellement sur ces sucres voilà, sur lesquels je vais me focaliser pendant cette présentation. Donc on aime bien présenter le fonctionnement de la plante avec ce schéma un petit peu simplifié, où finalement ce qui va venir alimenter la croissance des différents organes, comme les fruits, eh bien c'est un pool d'assimilats disponibles que dans notre jargon on appelle la source. Cette source, elle est essentiellement, en premier lieu, produite via la photosynthèse, ce dont je vous ai parlé juste avant. Cette source va donc venir alimenter la croissance des organes, mais pas que. Ce carbone, ces sucres, ils vont aller d'abord dans les processus de maintenance pour assurer le métabolisme de base de la cellule, la respiration, etc. Tout ce qui fait que la plante, chaque cellule peut survivre. Et puis, il y aura également de la mise en réserve, souvent sous forme d'amidon, dans des tissus spécialisés. Et ces réserves, elles vont pouvoir ensuite être remobilisées pour, à leur tour, contribuer à alimenter la source à certains moments du cycle de développement de la plante ou sous certains stress où la plante a besoin d'aller puiser dans ses réserves. Donc enfin, il y a la croissance des organes, on a parlé des fruits, mais il y a également les pousses végétatives, et puis les tiges, les racines qui ont besoin de cette source de carbone pour grandir aussi. Donc on voit, avec ce schéma simplificateur, donc voilà, c'est que ces trois types d'organes, on les appelle les puits de carbone. Et donc on parle des relations source-puits, et ces puits, ils vont être en compétition pour la même source de carbone. Différents fruits également vont être en compétition entre eux, et ce qu'on appelle la charge, donc qui est la quantité de fruits par rapport aux feuilles, donc par rapport à la surface photosynthétique, et ben ça va traduire cette notion de compétition entre fruits. Donc je parlerai pas mal de charge en fruits dans ce topo. Cette charge, elle est assez essentielle parce qu'elle est très soumise en fait à un compromis avec la qualité du fruit et en premier lieu le calibre du fruit et puis sa teneur en sucre à cause de ces phénomènes de compétition. Donc ici, c'est illustré sur pêcher, voilà, des fruits issus d'une plante à gauche où on a réduit artificiellement la charge par éclaircissage que je vous présenterai un petit peu plus tard, et puis à droite, un pêcher qui a été laissé soumis à sa charge naturelle. On voit tout de suite que les fruits sont beaucoup plus petits. C'est illustré aussi avec ce genre d'expérimentation où on manipule la charge en fruits en laissant un nombre de feuilles par fruit de plus en plus petit. Donc on va faire augmenter la charge en fruits en allant vers des valeurs ici de plus en plus faibles. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'au cours du temps, la masse fraîche d'un fruit, elle est beaucoup plus petite aux fortes charges que je vous ai présentées juste avant. Et puis également, la teneur en saccharose, ici le sucre principal de la pêche, va être plus faible également. Et donc c'est observé sur pêcher, c'est observé sur des tas d'espèces, le clémentinier également. Ici, une autre expérience où on a fait augmenter la charge depuis 30 feuilles par fruit vers 5 feuilles par fruit. Donc on voit que les fruits sont de plus en plus petits. C'est illustré aussi avec cette cinétique de développement, où on voit la masse fraîche du fruit qui diminue avec la charge, et également la teneur en saccharose. Le clémentinier est un peu moins sensible que le pêcher, mais néanmoins on a des teneurs en saccharose plus faibles à forte charge, et on a aussi des maturités qui se décalent dans le temps, donc des récoltes plus tardives quand il y a plus de compétition. Il y a d'autres effets indésirables d'une charge excessive, il n'y a pas que le calibre du fruit, puisque finalement, plus la plante va investir du carbone dans ses fruits, moins elle va l'investir dans d'autres tissus, et notamment les structures pérennes. C'est illustré avec ce type de diagramme. Ici, une synthèse sur pommier, mais on a exactement les mêmes problématiques sur pêcher, sur agrumes, ou quand on augmente ici par l'expérimentation la charge en fruits en allant sur votre droite, on voit que la part de la biomasse annuelle qui est allouée aux autres compartiments, elle va naturellement diminuer, pas pour les feuilles. On voit que les feuilles, dans ces expériences-là, ont une part à peu près constante. Et évidemment, ce qui va largement diminuer en contribution, ça va être le bois et les racines. Donc ça veut dire moins de tissus de soutien pour la plante et également moins de réserves carbonées
pour passer les coups durs. Voilà, autre effet indésirable d'une charge excessive, c'est l'alternance biennale. Jean-Jacques vient de vous en parler. Ici, c'est illustré sur pommier, sur une variété sensible, où on voit très bien sur cette expérience de long cours que sur une trentaine d'années, eh bien, il y a des années où la charge n'est pas du tout régulée. Et il y a des années à très faible rendement qui sont suivies des années à fort rendement, etc., en dents de scie. C'est vraiment lié à ce que Jean-Jacques vous a expliqué juste avant. Tout plein d'espèces font l'alternance. Ici, une autre illustration sur mandarinier où artificiellement, on est venu désynchroniser la floraison de deux arbres adjacents. Et donc, quand il y en a un qui est, on va dire, on, très chargé une année, eh bien l'autre est off, sans fruits, et voilà, vice-versa l'année d'après, où celui-ci, celui de droite, aura tout plein de fruits, et celui de gauche sera sans fruits. Voilà, puis enfin, autre effet peut-être un peu extrême d'une charge excessive, c'est des dégâts irréversibles. Ici, on a des exemples surpêchés où il y a eu des dégâts mécaniques à cause d'une récolte en fait surabondante. Et puis alors à droite, l'exemple d'un collapsus d'un mandarinier qui en fait a eu une demande tellement importante pour les fruits que les fusibles ont sauté et la plante va finir par en mourir. Donc au-delà de ces situations extrêmes, en fait, c'est quand même important de trouver un bon équilibre entre les sources et les puits pour une production de qualité, et la taille est un des moyens d'atteindre cet équilibre. Alors plutôt que de parler de la taille, je préfère parler de détail, puisque il y a un ensemble de techniques qui sont appliquées à différents cycles du développement de la plante et avec des objectifs différents, ce vers quoi je vais vous amener maintenant. Donc avant tout, j'aimerais répéter un petit peu ce qui a été dit avant par différents intervenants sous différentes formes, mais bon, la pédagogie, c'est la répétition, donc je me permets cette petite redondance. Donc le fruit s'élabore bien sur 2 années, en tout cas pour les espèces de climat tempéré. C'est illustré ici avec cette frise chronologique qui part du printemps de la première année, où on voit qu'il y a un certain nombre de bourgeons végétatifs qui vont faire du développement végétatif, créer des feuilles, créer des sources. En parallèle, souvent ça se passe au début de l'été, il y a des phénomènes d'induction florale qui est suivi de différenciation, en fait, qui vont permettre à certains bourgeons de connaître une transition qu'on peut illustrer avec ces photographies de microscopie électronique à balayage qu'on voit sur des méristèmes de pommiers, où on voit ici la première photo, un petit apex végétatif qui va venir se gonfler et puis évoluer avec des pièces de plus en plus sophistiquées, qui sont des pièces florales, qui ensuite vont être enfermées dans un bourgeon qui va passer l'hiver et qui va pouvoir entrer en dormance à la mauvaise saison. À l'année suivante, le développement végétatif reprend et ces bourgeons qui étaient restés à un état encore déjà bien différencié vont achever rapidement leur différenciation et puis, plus ou moins rapidement selon les espèces, bien pouvoir refleurir. Ici, c'est un exemple sur pommier où on aura en début de printemps une floraison assez abondante. Et ensuite, il y a cette dernière étape de fructification où on va où le fruit va pouvoir mener à bien son programme développemental final. Évidemment, en parallèle, il y a d'autres bourgeons de cette année-là qui auront subi l'induction, qui vont se différencier dans l'été, et qui vont rentrer en dormance, etc. Donc, on a tout plein de stades phénologiques, tout plein de types de bourgeons qui coexistent au même moment sur un arbre fruitier. Et donc, les tailles, on va les positionner à différents moments du cycle avec ces objectifs-là que je vais vous détailler maintenant. Donc, celle que vous connaissez probablement le mieux, c'est que vous pratiquez chez vous, c'est la taille hivernale, qui a pour but, et c'est un peu ce que Jean-Jacques a dit juste avant, c'est de fixer le potentiel de bourgeons et leur localisation dans l'espace, au-delà, bien sûr, de réitérer l'architecture de la plante. Donc, ce que va faire la taille hivernale, ça va être de réduire le nombre de puits fructifères qui sont en compétition. Et cette taille va également venir renforcer la vigueur végétative sur les points de fonctionnement qui resteront après la taille.
et ce qui va permettre à ces bourgeons ensuite de débourrer après la période hivernale. Eh bien, c'est les réserves qui sont contenues dans les bois qu'on aura bien voulu laisser. Et donc, ces réserves carbonées qui sont contenues dans les tiges, elles sont essentielles au débourrement, comme c'est illustré sur cette petite expérience avec un cépage de vigne qui s'appelle la Syrah. Et donc, on voit ici une baguette là, qui est issue de la croissance de l'année dernière, qui a été prétaillée. Et on voit que sur cette espèce qui est fortement acrotone, eh bien, quand on laisse la plante se développer, eh bien, c'est les bourgeons les plus loin de la charpentière qui vont débourrer en premier, c'est ce qu'on appelle l'acrotone. Ces bourgeons, pour débourrer, ils ont besoin des réserves carbonées qui sont localisées un petit peu partout dans la tige, dans certains parenchymes, notamment les parenchymes xylémiens, et c'est illustré ici sur cette coupe de nœuds où vous voyez des petits points violets qui correspondent à de l'amidon qui a été coloré ici au lugol et qui va être métabolisé sous forme de sucre en fin d'hiver pour alimenter ces jeunes pousses en croissance. Or, cette vigne, si on décide finalement de faire une taille courte, comme c'est souvent le cas en courson, on va laisser ici les 2 bourgeons là, à la base du sarment pour finalement, et c'est ces 2 bourgeons qui vont porter les grappes qui sont à l'intérieur du bourgeon mixte. Et donc, dans cette expérience, en fait, on a effectué cette taille, soit en février, qui est la date classique de taille, en mars au moment des pleurs, donc un petit peu tard, mais ça va encore, en avril après le débourrement, c'est ce qui est présenté ici, ou enfin en mai, donc à une période où ça ne se fait absolument pas. Et on voit que, en fait, ces grappes, elles vont connaître des dommages entre guillemets sur le rendement irréversibles. Et ces grappes qui sont issues de plantes qui ont été taillées très tard, qui appartiennent tous au même rang de bourgeons, et jamais rattraperont les autres. Donc en fait, pourquoi? C'est parce qu'il y a besoin d'assimilats carbonés au débourrement, et s'ils ont tous été utilisés pour les bourgeons supérieurs, il n'y a plus rien qui reste pour les bourgeons de la base, et ça donne à la fin des tout petits. Okay. Voilà, donc au-delà de cette taille hivernale, il y a d'autres types de tailles. Il y a la taille d'éclaircissage, je vous en ai déjà un peu parlé. Ça consiste à supprimer directement des organes reproducteurs pour réduire la compétition. Ça peut se faire sur fleurs, ça peut se faire sur fruits. Souvent, dans vos jardins, vous le faites directement sur fruits, à cette étape-là, hein, où ici, c'est une inflorescence de pommier. On voit bien qu'il y a un fruit central qui est plus gros que les fruits latéraux. Pourquoi? Parce qu'il est issu d'une fleur qui s'est ouverte en premier, qui a quelques jours d'avance et qui va en fait exercer une priorité en termes d'attraction d'assimilat sur les autres parce qu'elle est un petit peu en avance. Et donc, on va venir, lors de l'éclaircissage, supprimer ces fruits qui, même s'ils sont plus petits, sont en compétition pour permettre l'obtention d'un fruit plus gros issu du fruit central. Voilà, en production, il y a aussi un éclaircissage qui se fait soit chimiquement, soit mécaniquement, au stade floral, suivi d'un ajustement au stade post-moisson. Voilà, ça se fait également sur pêcher, où là, ce n'est pas les mêmes types de bourgeons, mais les bourgeons sont tellement resserrés qu'en fait, ils vont se gêner mécaniquement et du coup, ils vont être aussi en compétition pour le carbone. La charge va pouvoir être supportée, donc on va éliminer les fruits qui se gênent. En vigne, typiquement, ça s'appelle les vendanges en verre, où on va faire tomber des raisins un peu après la nouaison, donc là c'est un stade assez avancé sur cette marge, pour favoriser en fait les grappes qui restent et obtenir des rendements plus importants, des qualités plus adéquates. Ok, donc après l'éclaircissage vient la taille en verre, qui est en fait une taille qui consiste à supprimer des pousses végétatives alors que le fruit est en train de croître à côté. Donc effectivement, ça va bien constituer à supprimer des feuilles, donc des sources de carbone, et puis aussi des futures réserves. Donc finalement, en quoi c'est utile? Alors certes, on supprime des feuilles, mais ces feuilles-là, elles sont suivies d'un apex végétatif qui est lui un puits important pour le carbone, qui va venir faire la concurrence à proximité des fruits. Okay, donc ces jeunes pousses, on va venir les éliminer, et ça va restreindre la vigueur végétative au profit du fruit. Donc on va souvent entendre que finalement
l'apex végétatif, il va pomper toute la sève. Donc, c'est un raccourci pour dire que cet apex, il va exercer une force de puits qui va être dominatrice par rapport à celle que peut exercer le fruit à ce stade de développement. Donc la taille en verre, on ne le fait pas que sur les jeunes apex, on peut le faire aussi sur les gourmands. Jean-Jacques vous en a parlé tout à l'heure. Donc les gourmandages, ça consiste à retirer ces pousses là qui sont issus de bourgeons latents et donc non fructifères parce que l'année d'avant, ils n'ont pas subi l'induction florale. Donc les gourmands, ils vont venir utiliser la sève élaborée qui circule via le phloème avant d'en produire eux-mêmes, bien sûr, mais au moment où ils en ont besoin, bah, c'est en compétition avec les fruits, donc c'est pour ça qu'on a tendance à les supprimer. La taille en verre, c'est aussi de l'effeuillage localisé pour améliorer le microclimat des fruits. Marc vous en a parlé juste avant. Améliorer le microclimat des fruits quand ils ont besoin de soleil et de réduction d'humidité pour favoriser bien la qualité organoleptique et la qualité phytosanitaire. Ok, ça améliore aussi le microclimat des bourgeons parce que en fait, c'est une période où le bourgeon a besoin de lumière pour favoriser l'induction florale. Et de même, la taille en verre va donc servir à anticiper la saison suivante par l'amélioration du microclimat sur les bourgeons, mais aussi quand on vient couper un apex. Alors, comme ce que je vous ai montré juste avant, ici c'est illustré sur pêcher, le monsieur là il va venir couper l'apex végétatif ici, ça va favoriser en fait les fruits qui sont en train de se développer sur ce rameau à l'année N, mais ça va également favoriser l'induction sur les petits bourgeons qui sont à la base du rameau et qui vont servir à réitérer la structure l'année prochaine. Donc en fait là, le monsieur nous montre là où il va revenir couper en hiver sa branche pour faire la taille hivernale et grâce au geste qu'il aura accompli au printemps d'avant, eh bien, à l'été d'avant plutôt, eh bien, ça favorisera l'induction sur ces bourgeons-là. Voilà, donc, réalisé au bon moment, le pincement, qui est une autre type de taille en verre, va aussi favoriser l'induction. Le pincement, c'est quoi? C'est la suppression d'un apex végétatif en pleine croissance, et assez vigoureuse. Donc là, c'est illustré sur pommier. Donc je zoome un peu sur la partie intéressante de la photo. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une coupure au sécateur sur la partie terminale de la branche et on est venu induire la différenciation des pièces florales sur ces bourgeons qui sont sous-jacents à la coupure. Et donc le timing de cette opération il est très important, comme c'est illustré par ces expériences de Crabbe en 1995, où on a une pousse très vigoureuse, là qu'on a taillée à différentes saisons, toujours sur pommier. Quand on le fait fin juillet, donc trop tôt, il y a une croissance végétative immédiate qui va s'effectuer sur les bourgeons sous-jacents. Alors que ce qu'on cherche, nous, c'est à induire des bourgeons floraux, le gonflement des bourgeons. C'est possible quand ce coup de sécateur il est donné mi-août. Lorsqu'on le fait fin août, c'est trop tard, et là on va produire des bourgeons à bois. Okay, donc cette date précise, en fait, elle est surtout liée à la vigueur de la plante. Donc voilà, c'est pas parce que Crabbe l'a fait dans ces conditions et observé que mi-août c'était la meilleure date que dans votre jardin ça va forcément être ça. Donc voilà, soyez vigilants, observez votre plante pour essayer, faites des essais-erreurs pour voir à quel moment c'est le mieux chez vous. La dernière technique que je vous présente avant de conclure, c'est l'incision, qu'on appelle l'incision annulaire, et qui va consister à retirer, donc jusqu'au libère, donc le phloème secondaire, l'écorce, donc à la base d'une branche qui est fructifère. Ici, vous avez le bas de la plante, ici, vous avez le haut, c'est présenté sur olivier. Et en fait, ce que vous allez faire en enlevant cet anneau d'écorce, eh bien, c'est débarrasser la branche fruitière de son phloème. Alors, quel est l'intérêt? Eh bien, c'est que les sucres qui vont être produits par la branche au-dessus, eh bien, ils ne vont pas être mobilisés, ils ne vont pas être attirés par les tiges et les racines en dessous de ce point. Et donc, la branche va fonctionner donc, pour ce propre compte.
qui va favoriser la croissance des fruits, ici sur olivier, comme j'ai déjà dit. Alors, cette technique, elle est à manipuler avec précaution, mais si on s'y prend bien, eh bien, il peut y avoir démarrage de bourgeons sous-jacents, et on peut alors soit se débarrasser de la charpentière en question, bien soit la laisser cicatriser et la réutiliser l'année prochaine. Voilà, c'est aussi, il y a aussi un effet inducteur sur, ici c'est illustré sur cerisier, des bourgeons sous-jacents quand on fait une petite incision au-dessus d'un bourgeon. Voilà, donc en conclusion, pour une production fruitière, on va dire, de qualité, comment est-ce qu'on peut, par la taille ou par les tailles, assurer l'équilibre entre l'offre et la demande en assimilat? Bien, il faut raisonner les choses sur 2 ans. En année N-1, on va commencer par essayer de favoriser l'induction en freinant la vigueur, et ça va se faire par la taille en verre et les opérations de pincement, par exemple. Ensuite, au moment de l'hiver, en fin d'hiver, on va venir sélectionner les bourgeons potentiels grâce à la taille en sec. Au moment où les organes floraux et les petits fruits vont apparaître, on va pouvoir ajuster la charge fruitière à la capacité photosynthétique. C'est ce qu'on appelle l'éclaircissage. Et enfin, dernière étape, au moment de la fructification, la phase finale du développement des fruits, on va essayer de concentrer les assimilations sur les fruits via à nouveau la taille en verre et éventuellement des pratiques d'incision. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, comme on a pris un peu de retard, on va vous proposer en fait de reporter les discussions pour ces 3 exposés plus le suivant, après le suivant. Donc, est-ce que l'exposé, notre orateur suivant peut venir à... En visio aussi. Pardon? C'est en visio aussi. Non, j'avais pas vu. Bruno Arbour. Ah voilà, il est là. Bonjour. Donc, Bonjour. c'est vous qui avez la parole, hein, donc on vous demande de faire votre intervention, et en fait les discussions sur les 3 exposés précédents auront lieu après votre intervention. Hein. Donc vous avez la parole. Très bien. Est-ce qu'on va vous partager mon écran? Est-ce que vous le voyez? Voilà, ça y est, il est bien arrivé, parfait, vous pouvez y aller. Très bien. Donc tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Tout est bon par rapport au son, à la prise de son? Vous m'entendez Bien, correctement? nous on vous entend bien et l'écran est partagé, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous faire votre présentation. Et où ma souris là? Donc vous travaillez sur la conduite des fruits à pépins. Voilà, très bien. Voilà. Vous avez différentes Donc, activités. Neubourg, je suis conseiller en arboriculture fruitière depuis le milieu des années 90 au GRC État de Basse-Durance, qui est une association qui a été créée dans les années 60 et dont le cœur de métier est le conseil technique aux adhérents producteurs de fruits. Excusez-moi. Oui, On on voit va plus, y arriver. J'ai un souci, on va le repartager. Ouais, Voilà. voilà. Très bien. Merci. Je continue en attendant. Oui, allez-y. Donc voilà, le GRCL Basse-Durance, donc c'est une association. Les producteurs adhèrent chez nous de façon volontaire. Notre secteur d'activité se situe dans le sud-est de la France, est assez vaste. Ça va de la vallée du Rhône, les Alpes du Sud, le Cavaillonais, les Costières et l'est de l'Occitanie, la Camargue. Donc c'est un secteur géographique assez vaste et très contrasté au niveau climatique et type de sol. Cela nous permet, entre autres, de cultiver les principales espèces fruitières que l'on peut produire sous nos latitudes. On a toujours un petit problème avec la présentation. Partage d'écran, oui, ici, l'appareil disparaît. Oui, on va essayer de résoudre le problème. Est-ce que c'est bon? Oui, là, c'est bon, c'est reparti. Oui, C'est très reparti? bien. Ouais. C'est bon, là, c'est bon. Très bien. Voilà. Voilà donc pour la présentation de ma structure. Je passe à la suivante. Voilà, donc ce sont des vergers de production commerciaux
Donc ça sous-entend des surfaces relativement importantes. Au Gersa, nous avons à peu près 5800 hectares de vergers à suivre. Et les espèces principales sont le pommier, l'abricotier, et ensuite viennent le poirier, le pêcher, et le cerisier, et quelques autres espèces plus réduites chez nous, comme la prune. Lorsqu'on parle de conduite du verger, on intègre deux aspects, c'est la conception du verger et la conduite de l'arbre. Les deux ne peuvent pas être dissociés, contrairement par exemple à un verger de particulier ou de jardin. Donc la conduite de l'arbre, on l'a vu dans les interventions précédentes, suscite pas mal de discussions, de partis pris, et ça fait un moment que ça dure. Donc là, je vous ai fait une représentation qui est un peu une fresque chronologique très linéaire, qui se termine sur la partie droite, sur la moitié de droite, par ce qu'on pourrait appeler l'évolution du verger moderne. Mais je pense que plutôt qu'une évolution très linéaire, on est plutôt sur un cercle vertueux qui vient s'enrichir au fur et à mesure des époques et des expériences de nos connaissances. Et en fin de compte, c'est en quoi consiste mon métier. Si je fais un zoom sur cette dernière portion de la diapositive précédente, et que je veux représenter un petit peu l'évolution et l'effet marquant de ce verger dit moderne, on peut présenter les choses sur une mise en regard des concepts et des techniques qu'ils ont suscités en verger. L'initiateur de cette démarche, c'est Jean-Marie Lespinasse dans les années 70-80, avec l'avènement des porte-greffes nanisants et de bien visualiser leur intérêt dans les vergers commerciaux. Et puis surtout, j'allais dire, sur la typologie des variétés au travers de différents aspects, leur architecture, leur port ouvert, port fermé, port dressé, port retombant, le croiser avec le type de ramification, leur type de ramification, mésotone, acrotone, sachant qu'il y a peu de variétés de pommiers qui sont basitones. Il y a des arbres dont la base sont fortes, mais c'est souvent par leur acrotonie marquée qu'ils adoptent ce type de port. C'est un petit peu, il ne faut pas se mélanger les pinceaux à ce niveau-là, c'est très important. Et ensuite, comment la fructification se met en œuvre là-dessus. Donc Jean-Jacques en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi. Et quand on croise le tout, on arrive à typer les variétés dans un type de comportement. Voilà, chaque variété. Donc si les conséquences pratiques ont été le développement des formes axiales, au contrario des espaliers de tout à l'heure, et de certaines tentatives de vergers piétons, comme le Solène développé par Jean-Marie et proposé par Jean-Marie. Mais si je retiens un élément principal de toute cette épopée, c'est la branche fruitière, dite longue ou développée, déroulée, il y a plusieurs termes pour l'utiliser. Cette branche fruitière, elle est mise en place par différentes techniques qui sont l'arcure, la taille et alors j'allais parler d'arrachage, alors c'est peut-être un mot un petit peu difficile, c'est qu'on gère plutôt les réitérations sur les branches fruitières par arrachage que par taille. L'idée de la branche fruitière a été, au niveau des vergers de production, c'est que l'idée de Jean-Marie, je dirais même un peu le génie, c'est de se dire certaines variétés adoptent naturellement un comportement naturel qui est très facile et très favorable à la production et à la régularité de cette production. Pour d'autres variétés, c'est beaucoup plus compliqué. Et l'idée que l'on a travaillé ensemble, les conseillers de terrain et la recherche, c'est d'essayer de faire adopter ce comportement naturellement intéressant par certaines variétés aux variétés qui ne l'ont pas, plus difficiles. Dans les années 90, un nouveau concept, un jeune
chercheur met le doigt de Montpellier, met le doigt sur un élément sûrement fondamental qui est la corrélation entre l'intensité d'extinction naturelle que peut produire un arbre, ça je reviendrai peut-être sur l'explication tout à l'heure, et la régularité de la variété. Donc sur un bois d'un an, sur un rameau d'un an, qui passe en deuxième année, une proportion des bourgeons vont donner des bourgeons à bois, d'autres des bourgeons à fleurs, et encore d'autres des latents, des bourgeons qui ne vont pas se développer. Et encore une dernière étape, un dernier stade, on va dire, c'est une extinction. Bien souvent, le bourgeon produit une petite floraison et s'éteint de façon définitive. Il n'y a pas la pousse de bourse. Il n'y a pas de pousse de bourse. Donc, en fin de compte, il y a une réduction de la ramification et de la fructification de la variété de façon naturelle. C'est le cas des variétés comme Pink Lady, comme Granny Smith, Rome Beauty, etc. A contrario, il y a des variétés qui vont conserver quasiment 100% de leurs bourgeons actifs, qui vont synchroniser leur floraison au niveau de tous ces bourgeons. C'est par exemple les types Spur, Red Delicious, ou encore les types Reinette, comme Reine des Rainettes. Donc là, encore une fois, on a essayé de mettre en place des itinéraires techniques en verger de production pour essayer de faire adopter ce comportement naturel aux variétés qui ne l'ont pas. Ça a donné tout un travail qu'on peut regrouper sur la terminologie conduite centrifuge qui associe une taille dite longue mais avec des branches plus complexes et dont on vient gérer l'excès de floraison par la réalisation manuelle d'extinction. Cette approche de l'arbre, alors toujours sur un axe vertical, cette approche de la branche fruitière complexe va poser assez rapidement quelques inconvénients, notamment au niveau de la porosité. Alors tout à l'heure, Marc vous en a parlé, c'est la fameuse étude qui avait été réalisée il y a une vingtaine d'années. On a essayé d'apporter une solution à cette problématique en réalisant des puits de lumière, comme l'illustre la photo du bas, en dessous de Jean-Marie. Voilà. Donc ce puits de lumière consiste à dénuder le début de chaque branche afin de laisser pénétrer la lumière et d'avoir une lumière indirecte, en fin de compte très efficace dans l'arbre. Depuis, ça c'était le début des années 2000, on a fait évoluer la conduite de notre axe centrifuge à un axe un petit peu plus haut avec d'autres méthodes de formation. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, pourquoi le verger de production, les vergers commerciaux, alors ça, je parle toutes espèces confondues, évoluent, on va dire, perpétuellement. En fin de compte, on produit dans un contexte de production sur lequel on n'a pas forcément la main, ni les conseillers, ni les producteurs, ni l'interprofession. On subit. Et quand on subit, il faut savoir s'adapter. Donc ça, dans les années 80, les composantes de ce contexte étaient assez clairement identifiées et on a su assez facilement y répondre avec les propositions de Jean-Marie Lespinasse. Aujourd'hui, d'autres éléments de ce contexte apparaissent ou se développent, et notamment les problématiques d'économie et de loi du marché avec la situation internationale actuelle et notamment la rupture de commerce avec les pays de l'Est et le Brexit avec l'Angleterre. Ça a redessiné les possibilités commerciales et bien sûr, elles ont eu immédiatement une conséquence sur les possibilités de produire des fruits dans un nouvel contexte économique, pour faire simple, avec des prix qui ne sont plus du tout les mêmes. Un autre point qui a été aussi assez soudain, c'est la disponibilité de main-d'œuvre spécialisée, compétente pour réaliser les différentes tâches en verger. Là, il y a eu aussi rupture avec quasiment la disparition d'une main-d'œuvre locale. Donc, en fin de compte, on a
sans arrêt besoin de s'adapter à cette évolution à l'évolution de ce contexte de production. Pour revenir à ce qui s'est dit lors de l'intervention, Continue ton truc. pour ce qui s'est dit tout à l'heure il y a pas mal de choses qui sont connues, effectivement, et dont on dispose. Là, j'ai mis une boîte à outils dans la présentation pour l'imager. On a assez peu de choses à inventer, il suffit juste de bien les assembler pour répondre au mieux. J'attends que... Est-ce que c'est revenu chez vous? Là, on voit une image, mais je ne sais pas si c'est la bonne. On a un souci deux avec images le PowerPoint superposées, là. qui se ferme régulièrement. Il y a Je un ne sais pas bug, là. pourquoi. Il y a des sécurités à l'INRA qui font que Bon. Super gros, qui font que les documents que gère CETAS. Je suis désolé. Si les images sont pas très importantes, continuez à faire votre présentation. Ah, voilà. D'accord, très bien. Donc, comme je disais sur cette diapo, l'essentiel est connu, il faut juste en avoir les mémoires et savoir réajuster les choses et assembler les outils efficaces au moment opportun pour répondre au mieux aux problématiques de nos producteurs. Si je vous fais le relais de mes producteurs sur le début des années 80, ton axe vertical, c'est plutôt pas mal, mais c'est trop compliqué à mettre en œuvre avec la main-d'œuvre qu'on dispose actuellement. C'est trop coûteux. Et il y a un dernier point, c'est qu'on n'est plus aussi performant avec certaines variétés, alors qu'on a, soi-disant, amélioré la maîtrise de notre conduite. Sur ce point-là, c'est ce point-là qui nous a mis en fin de compte la puce à l'oreille, comme je dirais, en se disant, voilà, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui vient impacter notre maîtrise du végétal. En y regardant d'un peu plus près avec mes collègues de la recherche, Jean-Jacques est à côté de moi, avec d'autres collègues du CTIFL, on s'est aperçu qu'il y avait certains symptômes en verger de production qui n'existaient pas jusqu'à présent. Là, j'ai mis 3 photos qui illustrent assez bien ces symptômes. C'est un potentiel de ramification qui se réduit de plus en plus sur certaines variétés. Sur la gauche, la photo en gauche, avec des troncs, des portions de troncs sur les jeunes arbres notamment qui se dénudent. Alors vous allez me dire en quoi ça peut nous ennuyer sur la régularité de production ou sur la conduite. En fin de compte, ça réduit le nombre de branches fruitières par arbre. Lorsqu'on réduit le nombre de branches fruitières par arbre, chacune d'entre elles est moins équilibrée. Et si cet équilibre n'est pas correctement obtenu, on rentre dans toutes les problématiques qui ont été citées jusqu'à maintenant, d'alternance, de petit calibre, de moindre qualité, etc. Le deuxième phénomène, c'est l'étalement des stades phénologiques. On voit aujourd'hui des arbres portant des jeunes fruits de 10, 11, 12 mm et d'autres corymbes qui sont encore en pleine floraison. Ça nous complique la tâche, notamment pour les opérations d'éclaircissage qu'on réalise pour partie chimiquement. Et l'application de ces éclaircissages chimiques est très inféodée au stade phénologique de la plante. Donc, si on a un peu tous les stades phénologiques regroupés sur la plante, c'est très difficile pour nous d'appliquer ces produits de façon optimale. Le dernier point en bas, c'est pour reprendre un petit le phénomène de formation florale dont vous a parlé Jean-Jacques tout à l'heure. Les températures estivales et la succession des canicules viennent perturber ces inductions florales qui s'étalent de plus en plus dans le temps. Sur les rameaux courts, elles commencent à se produire au 15 juin, période à laquelle on peut déjà avoir des canicules, et elle peut se prolonger jusqu'à la mi-septembre, où on peut encore avoir des températures élevées. On en discutait tout à l'heure avec Jean-Jacques en aparté. Pour information, l'induction florale se stoppe lorsque les températures passent les 27 degrés. Donc en Provence, les 27 degrés en été, on les a régulièrement. Alors là, ce qui nous rassure, c'est que certaines variétés sont impactées de plein fouet, tous les types rainettes, reine des rainettes, rainette grise du Canada, etc., les types L-Star. Certaines variétés passent ces épisodes estivaux, mais alors vraiment très facilement. C'est le cas de Pink Lady, Gioia Story.
Et puis on a certaines variétés qui ont un comportement un petit peu intermédiaire, comme Gala, Golden et Chantecler, mais c'est au prix d'une adaptation de l'itinéraire technique qui est très importante. On en est à rafraîchir les parcelles par des aspersions, protégées par des filets de couleur sombre, revégétaliser de façon plus importante nos vergers, repenser les irrigations au goutte à goutte qui sont pas favorables à cette végétalisation. Enfin, c'est au prix d'un coût de production qui est très élevé, d'une mobilisation de main-d'œuvre très importante. Donc, cette évolution climatique est en train de redessiner notre gamme variétale. Alors, c'est vrai en pommes, c'est vrai en poires, c'est vrai en abricots, c'est vrai en cerises. Face à ça, donc, différentes hypothèses ont été travaillées. Faire évoluer la formation de nos axes verticaux, envisager autre chose. Sur les axes verticaux tels que celui qui est illustré, c'est un arbre de Pink Lady qui est en 5e feuille. Pour faire face au manque de ramification, on a intégré une incision sur tronc. C'est une technique qui est connue depuis des décennies, voire des siècles. Aujourd'hui, on est amené sur certaines variétés comme Granny Smith notamment, ou Gala encore, ou même Golden, à provoquer ces sorties sur incision de façon quasiment systématique. Alors aujourd'hui, on a des outils qui sont particuliers pour le faire plus rapidement, là, comme l'illustre la photo que je vous ai affichée. Ensuite, pour lutter contre ce manque de ramification, c'est de mieux gérer les verticiles. Alors les verticiles, c'est la ramification qui a lieu en position terminale de l'axe porteur. En cerisier, on le voit très bien. On a un manchon de bois de 2 ans qui peut faire 1 mètre ou 2 mètres et une petite ramification à l'extrémité de cette branche. Donc on appelle ça un verticille. Comme je le disais, c'est très remarquable en cerisier, ça l'est moins en pommier, à part sur les variétés vraiment acrotones. Aujourd'hui, ça devient très, très, très courant et donc on réalise des petits bourgeonnages de ce verticille dès le débourrement, ce qui permet de mieux gérer la dominance ou de mieux favoriser la dominance de l'axe principal sur la ramification secondaire. Ensuite, bon, il y a toutes les techniques d'attachage et d'arcure qu'on a peaufinées, notamment sur la période d'intervention. On anticipe les attachages, c'est-à-dire qu'on intervient sur des branches fruitières, sur des jeunes rameaux d'un an qui sont en cours de formation. On n'attend pas le fin de leur cycle de formation en fin d'année pour arquer. On va venir gérer les points forts, c'est-à-dire les branches, les ramifications qui ne donneront aucune satisfaction comme futures branches fruitières. Donc là, on va les supprimer très précocement. Ça permet aussi de mieux gérer les excès de vigueur. On va venir aussi intervenir sur les réitérations sur branches fruitières arquées, qui sont, comme le rappelait tout à l'heure, une reconstruction de la branche, une volonté de l'arbre de reconstruire sa branche. Donc là, il faut venir aujourd'hui, si on attend la fin de saison pour venir supprimer ces réitérations, il est beaucoup trop tard, ça aura pénalisé beaucoup trop le bon développement et l'équilibre de la branche. Donc on est obligé de venir les supprimer en cours de saison, en ce qu'on appelle par des tailles des gourmandages en verre. Pour le maintien de la porosité, on a arrêté d'arquer la tête des arbres et on conserve des arbres très cylindriques. Et pour améliorer la répartition des branches fruitières autour de l'axe, notamment sur le tiers supérieur, on opère un double rabattage. Le premier rabattage consiste à rabattre l'arbre 25 ou 30 cm plus haut que la hauteur souhaitée. Alors la hauteur souhaitée actuellement, c'est plutôt 3,50 m à 4 m de haut. Et on revient l'année d'après rabattre en dessous à la hauteur souhaitée sur des ramifications qui ont été provoquées par le premier rabattage et qui sont pour certaines avec un angle très ouvert. Voilà. Donc ça permet de bien capter la vigueur et de bien l'orienter sur les branches fruitières du tiers supérieur. La simplification des branches fruitières complexes par coursonnage est remise à jour. La branche complexe, pour différentes raisons, c'est un petit peu court aujourd'hui pour faire un topo là-dessus, mais à montrer ses limites, on revient vers une simplification des branches fruitières et toujours bien sûr la pérennisation des coursonnes et l'amélioration de leur comportement.
En verger commerciaux, on a aussi la possibilité d'utiliser un régulateur de croissance ou la taille des racines en production biologique qui permet lorsque c'est nécessaire, de retrouver un meilleur équilibre fruit dynamique de croissance. Aujourd'hui, on arrive à des résultats qui sont, ça c'est le résultat de l'incision, et là c'est les résultats obtenus en axe vertical. Donc aujourd'hui, on va avoir des axes verticaux très cylindriques, comme la photo de droite le montre bien, avec une individualisation sur la rangée, c'est-à-dire qu'on n'a pas une haie fruitière en continu, ce qui permet d'avoir un fruit coloré de bas en haut de l'arbre et tout autour de l'arbre. Si on n'avait pas le palissage qui maintient les arbres, qui nous empêche de passer, on pourrait faire le tour de chaque arbre à pied en charge. Ça a été un point d'évolution majeur ces 5 dernières années. La performance est au rendez-vous sur la plupart des variétés, mais sur certaines, la régularité de production reste encore délicate. L'itinéraire technique pour mettre en œuvre tout ça devient vraiment très coûteux, parce que pour obtenir le résultat qu'on a sur la photo, c'est plusieurs opérations, que ce soit d'arcure, de taille en verre, d'extinction, etc. Aujourd'hui, avec le coût de la main-d'œuvre et la disponibilité de main-d'œuvre, ça devient difficile de maîtriser l'ensemble de ces opérations. Alors, on parlait tout à l'heure d'ergonomie, de mécanisation. Alors, en verger commercial, la mécanisation des opérations, ce n'est pas un gros mot, c'est une façon de passer économiquement. Donc, l'ergonomie de ce verger reste encore perfectible pour l'utilisation de la mécanisation. Alors, je parle de mécanisation sur l'âme, mais ça peut être tout bêtement la mécanisation du désherbage pour désherber le pied de l'arbre de façon à limiter l'utilisation de désherbant. Donc, sur ce premier point de la régularité de production, les points clés pour nous, c'est de réduire le nombre de fruits par arbre par rapport à ce qu'on pouvait faire auparavant. Aujourd'hui, si on fait 60 tonnes hectares avec 2000 arbres hectares, ça correspond à laisser sur l'arbre 30 kg de fruits. Sur certaines variétés comme Pink Lady, ça pose aucun problème, elle ne va pas alterner. Sur d'autres variétés comme Gala, aujourd'hui on alterne. Donc une des solutions, notamment amenées par les pays plus nordiques, comme l'Allemagne, la Pologne et puis le nord de l'Italie, c'est la densification. On augmente le nombre d'arbres par arbre, non pas pour améliorer l'entrée en production, certes elle est améliorée, mais ce n'est pas l'objectif principal, mais c'est pour dire qu'au lieu, avec 3000 arbres hectares au lieu de 2000, j'ai besoin de mettre que 20 kg par arbre pour atteindre mes 60 tonnes par hectare. Donc, mathématiquement, j'ai moins de chances d'alterner et ça fonctionne très bien. Les investissements sont très élevés. Réduire le linéaire de bois d'un an florifère, je vais m'aventurer là-dessus. Donc, sur le pommier, sur le poirier également, les bourgeons latéraux au bois d'un an peuvent être florifères sur certaines variétés. En général, quand ces bourgeons latéraux sont florifères, le bourgeon terminal, ce qu'on appelle par exemple sur une brindille couronnée ou un rameau couronné, l'est également. Par contre, on peut très bien maîtriser le nombre de fruits sur les points terminaux si les bourgeons latéraux au bois d'un an accrochent, s'il y a nouaison et production, il y a une alternance systématique qui se met en place pour l'année d'après sur la plupart des variétés, on va dire, les plus compliquées, Gala, Golden, etc. La maîtrise de ce bois d'un an chimiquement, avec nos éclaircissages chimiques, n'est pas facile. Avec nos machines à éclaircir mécaniquement, c'est très compliqué, les arbres sont trop jeunes. Donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et c'est la diapositive. Donc, est-ce que la branche fruitière, alors si un jour je m'attendais à vous dire ça ou à dire ça à une assemblée, je n'aurais jamais cru, mais est-ce que la branche fruitière est toujours la bonne stratégie? Je vais m'expliquer sur la diapo suivante. Voilà une formation classique d'un jeune homme en pommier en verger de production. Vous avez sur la gauche un arbre en cours de première année. Vous avez sa ramification de pépinière et vous avez sa ramification obtenue au verger en première feuille et la croissance terminale sur son tiers supérieur. On va venir arquer, ça c'est dans le courant, à la fin de l'été, on va dire, on va venir arquer ces branches fruitières pour développer les futures branches fruitières à venir. Sur la photo de droite, vous avez le résultat du même verger à la floraison de l'année suivante. On s'aperçoit que le linéaire de bois d'un an, très important parce qu'il a été conservé et arqué, est tout à fleur.
ce verger-là est en danger pour l'alternance pour la 3e année. Et ça nous a posé énormément de soucis de réflexion parce que remettre en question l'axe vertical et la branche fruitière, pour nous, c'était vraiment un effort considérable. Bon, voilà, c'est ce que je résume ici. Alors, donc, l'idée, c'était de revenir, ça fera peut-être plaisir au monsieur qui parlait des espaliers tout à l'heure. L'idée est d'éviter par le passage de la branche fruitière en revenant sur un coursonnage sur les structures. Donc, pour cela, on s'est dit, il faut revenir en arrière, regarder ce qui se faisait effectivement auparavant, mais aussi, on a fait un petit tour de la planète pomme sur les différents continents et différents bassins de production pour voir ce qui s'est passé et si on pouvait y trouver déjà des solutions avant de réinventer les choses par nous-mêmes et refaire encore un nouveau travail que les autres ont déjà fait. Donc là, sur la gauche, on revient à des formes palissées en Nouvelle-Zélande avec une approche de Stuart Dustin. C'est Plant and Food, c'est l'équivalent de l'INRA, mais en Nouvelle-Zélande, où il y a le développement d'une structure ils appellent pluriaxial. Ensuite, sur l'État de Washington, USA, ils ont développé plutôt des formes en ce qu'on appelle drilling ou V de Washington ici. Et puis en Italie, on a rencontré différentes personnes et différentes régions qui s'orientaient vers la mise en place d'un bibome, d'un axe en biaxe préformé en pépinière. Vous avez bientôt terminé? Oui. Alors, il faut éviter les bêtises. Le plus performant, c'est les vergers en V. Mais nous avons préféré, pour des problèmes d'organisation d'entreprise, sachant qu'on a le matériel qui est mieux adapté, de s'orienter vers le biaxe. Ce biaxe, il est préformé en pépinière. On plante l'arbre déjà préformé avec ces 2 axes. Et pour finir, donc, je vais vous parler de la conduite, de la frondaison de la canopée qu'on a mis en place sur ces biaxes. On a provoquer des branches fruitières sur le bas de l'arbre pour l'entrée en production et la meilleure maîtrise de la vigueur du reste de l'arbre. On intervient sur des tailles sèches, sur sifflets, sur toutes les branches qui apporteraient de la survigueur et qui nécessiteraient un attachage. Donc c'est une sorte de coursonnage. Un petit peu plus adapté et qui réalise vraiment un mix entre taille longue et taille courte. Le résultat est sur la droite. On arrive à mettre en place le coursonnage directement sur les infrastructures, ce qui nous permet d'avoir des productions très bien réparties sur nos haies fruitières et des porosités très intéressantes. On a fait un travail avec Marc Saudreau et son équipe pendant 2 saisons à la station d'expérimentation de la Morinière là-dessus. Alors voilà, oui, effectivement, il se parle de robots pour cueillir. Aujourd'hui, les meilleurs robots cueillent une pomme en 40 secondes, donc ça ne sera pas l'avenir. La machine de droite, c'est une machine pour éclaircir soit les fleurs ou casser des bourgeons, faire des extinctions naturelles. Ça, c'est quelque chose qu'on développe dans nos vergers. Et la photo de droite, c'est juste pour illustrer que ces haies fruitières sont mieux adaptées en termes d'ergonomie à la protection et à la mise en place d'abris bioclimatiques, des filets qui viennent nous protéger de certains agresseurs comme les lépidoptères et de la pluie et des grêles, etc. Voilà, donc je vais aller plus vite. On le fait également sur d'autres espèces, en pêcher, en poirier, en cerisier, pour les mêmes raisons. En poirier, c'est sûrement l'espèce qui nous donne le plus de satisfaction, comme l'illustre l'image du milieu. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Ben, écoutez, on n'a pas... Toutes ces explications et précisions sont extrêmement intéressantes. On a très peu de temps pour les discussions parce qu'on a pris pas mal de retard. Donc je propose qu'il y ait juste 2 ou 3 questions avant de passer à table. Qui aurait une question? Bonjour, bonjour Catherine Tambrin. Je suis en lien avec un lycée agricole qui a un verger qui est abandonné et qui aussi voudrait créer un verger conservatoire. Et je voulais savoir si l'INRAE ou d'autres structures seraient adaptées justement pour aider ce lycée agricole qui se trouve tout à fait dans le bas des Hauts-de-France et qui est le lycée de Crésancy. Voilà.
Donc, qui contacter, comment contacter des scientifiques, parce que vraiment l'idée c'était de réfléchir pour ce verger conservatoire au réchauffement climatique. C'est un lycée qui a beaucoup d'hectares, mais qui ne sait pas très bien comment organiser tout ça. Alors, qui pourrait répondre? Daniel? Oui, je peux juste répondre rapidement que plusieurs personnes en France se préoccupent de bien mettre en réseau les personnes qui s'occupent de maintenir les variétés à la fois patrimoniales dans lesquelles il peut y avoir bien sûr des trésors, mais également d'observer, pourquoi pas, l'apparition de mutants qui seraient intéressants. Sur les vergers de Gala, par exemple, une variété qui mute très facilement. On peut avoir en pommier des types qui seraient peut-être plus adaptés à des hivers un peu plus doux, etc. Alors, moi, on peut parler en dehors de la séance, mais vous pouvez éventuellement contacter Evelyne Le Terme, qui a présidé un peu aux destinées de l'écomusée situé à Sabre en Aquitaine et qui est aujourd'hui consultante et qui est très active dans les réseaux d'amateurs. On vous donnera ses coordonnées. Forêt, croqueur de pommes, on n'a pas parlé de l'orientation de création d'un verger de forme, par exemple, nord-sud. Hein. La plantation d'un verger nord-sud pour des arbres palissés, c'est idéal. Et puis ma deuxième question, c'est la préférence entre l'éclaircissage des fleurs ou l'éclaircissage des fruits. Est-ce qu'il y a des préférences? Si quelqu'un répond? Par rapport à la période d'éclaircissage, je peux vous donner une indication. Plus l'éclaircissage est réalisé de bonne heure, plus il est efficace sur le retour à fleur. Ça, c'est indéniable. Donc, si vous avez qu'une période à choisir, c'est l'éclaircissage à la fleur, voire même avant, c'est ce qu'on faisait avec les extinctions manuelles. C'est des opérations que vous pouvez pratiquer à partir du stade. Alors, j'espère que le stade C3-2, c'est à partir du débourrement, quoi. Quelques jours ou une semaine ou deux après débourrement, vous pouvez déjà voir quels sont les bourgeons qui vont être à fleur et venir les supprimer de façon entière et définitive à la main, avec un bon gant, on va dire. Ouais, L'éclaircissage à la flûte, dès que vous avez des pépins. Je vais répondre sur la question de l'orientation nord-sud. Ouais. Oui, en fait, c'est l'idéal au niveau de la lumière, typiquement. Ouais. Il n'y a pas de secret. Après, comme l'avait dit Bruno, se pose la question des changements climatiques. Voilà, faudra peut-être que dans l'avenir, on surexpose moins les fruits. Et donc, ouais, peut-être repenser aussi ces orientations typiques nord-sud, qui sont peut-être moins favorables lorsqu'il fera plus chaud, typiquement pour des histoires de température de fruits, typiquement, ouais, et des chauds-durs. Ouais. Oui, et même remarque également sur prise en compte du changement climatique par rapport à la période d'éclaircissage, parce qu'effectivement, plus on éclaircit tôt, effectivement, plus c'est efficace, mais moins vous laissez l'opportunité de pouvoir réagir s'il y a un accident de gel notamment. Donc, tout dépend de la région où vous vous situez et si le gel tardif est préoccupant pour vous. Dernière question. Ben écoutez, dans ce cas-là, on arrête et on se retrouve à 14h10 dans cette salle pour continuer cette réunion. Merci beaucoup à tous les intervenants. On a appris énormément de choses, enfin moi en tous les cas. Et merci beaucoup.